took for granted all the times that I thought would last somehow. I hear the laughter, I taste the tears, but I can't get near you now. Oh, can't you see it, baby? You've got me going crazy. Sing it. Wherever you go, whatever you do, I will be right here waiting for you. Whatever it takes, or how my heart breaks, I will be right here waiting for you. I wonder how we can survive this romance, but in the end, if I were you, I'll take the chance. Well, can't you see it, baby? You've got me going crazy. Wherever you go, whatever you do, I will be right here waiting for you. Whatever it takes, or how my heart breaks, I will be right here waiting for you. For you. Sitting here wasted and wounded at this old piano, trying hard to capture the moment. This morning I don't know, 'cause a bottle of vodka still lodged in my head. Some blonde gives me nightmares, think that she's still in my bed. As I dream about movies, they won't make us me when I'm dead. With an iron-clad fist, wake up, French kiss some morning. While some marching band keeps us on beating my head while we're talking about all of the things that I long to believe about love, the truth you mean to me, and the truth is, baby, you all that I need. I wanna lay you down in a bed of roses.
that I take on my way home. Kings, ransom, and dimes, even each night we see through this barefoot. Still I run out of time, oh it's hard to get through to the bird on the wire. Flash me back to you, and I just close my eyes and whisper, baby, blind love is true. I wanna lay you down in a bed of roses. For tonight I sleep on a bed of lace. Oh, I wanna be just as close as Holy Ghost is. Lay you down on a bed of roses. Well, this hotel bar's hangovers, whiskey's go dry. The barkeeper swigs crud and just giving me the eye. But I'm out of city, yeah. But I love so hard, I think I die. Now as you close your eyes, know I'll be thinking about you. While my mistress, she calls me and stand in the spotlight again. Tonight, I won't be alone. No, that don't mean I'm not lonely. I got nothing to prove, for it's you that I died a defend. I wanna lay you down in a bed of roses. For tonight I sleep on a bed of lace. Oh, I wanna be just as close as Holy Ghost is. Lay you down. I wanna lay you down in a bed of roses. For tonight I sleep on a bed of lace. I wanna be just as close as Holy Ghost is. Lay you down on a bed of roses. Follow the Moskwa down to Gorky Park, listening to the wind of change. An August summer night, soldiers passing by, listening to the wind of change. The world is closing in. Did
like brothers. The future's in the air, I can feel it everywhere, blowing with the wind of change. Take me to the magic of the moment on the glory night, where the children of tomorrow dream away in the wind of change. Walking down the street, distant memories are buried in the past forever. I'll follow from the squad down to Cote d'Ivoire, listening to the wind of change. Allô, allô, allô? Take me to the magic of the moment on the glory Allô, allô? Oui, night. merci. Désolée de vous enlever cette magnifique musique. Il est maintenant temps de s'asseoir, s'il vous plaît, dans la salle. Donc, bonsoir tout le monde. Je ne suis qu'une simple messagère de la Maison du développement durable avec qui je collabore parfois. Donc, mon nom, c'est Christelle Papineau. Seulement, vous souhaitez la bienvenue à la Maison du développement durable. Merci, Suko, aussi d'être ici ce soir. Et je dois remercier notre partenaire principal qui nous permet d'offrir des activités gratuitement en nos murs. Donc, c'est Hydro-Québec. Donc, voilà, on doit leur souligner leur contribution à la Maison du développement durable. Et c'était tout. C'est juste ça que je voulais vous dire. Je vous souhaite un très bel événement. Et je vais laisser l'animatrice de la soirée prendre le micro. Voilà, merci. Bonsoir, je vais inviter nos panélistes à venir s'installer tout de suite. Comme ça, on va sauver un peu de temps. J'espère que vous allez bien, oui. Oh, merci, mon Dieu, j'aime ça. J'aime l'engouement. Écoutez, je sais, on a vécu une période difficile qui nous a peut-être traumatisés. Puis on s'est dit, il faut qu'on prenne de l'espace. Il ne faut pas qu'on soit trop près les uns des autres. Mais je vais juste vous dire que c'est du passé, donc on peut s'avancer. J'aimerais bien qu'on soit un peu plus proches les uns des autres. J'apprécierais. Merci beaucoup. Ça va être un peu plus agréable, un peu plus chaleureux. Bon, c'est bien ça. Oui, je serais fière, merci. Il n'y aura plus d'ordre, je vous promets, c'était la seule demande. Bon, ben super. Bonsoir encore une fois. Bienvenue à tout le monde. Moi, c'est Elsa Mon Désir Villefort. Donc, je vais avoir le plaisir d'animer ce panel ce soir. Ça me fait chaud au cœur d'avoir été réinvitée. Donc, c'est mon deuxième panel avec Suko. Puis, c'est toujours un plaisir d'être là. Cette soirée, s'intitule Fatigue climatique, solidarité internationale et solutions. Puis ça, c'est un sujet qui nous interpelle tous et toutes. C'est important pour nous d'en parler. J'aimerais débuter avant la rencontre, en reconnaissant que nous sommes situés ici à Montréal, sur un territoire qui, au fil de l'histoire, a été habité par différentes nations autochtones. Celles-ci ont été ainsi des gardiennes des terres et des eaux sur lesquelles nous nous réunissons aujourd'hui. Montréal est en effet historiquement reconnu comme un lieu de rassemblement pour de nombreuses Premières Nations et aujourd'hui, une population autochtone diversifiée ainsi que d'autres peuples y résident. C'est dans le respect des liens avec le passé, le présent et l'avenir que nous nous reconnaissons les relations continues qu'ont entretenues et continuent d'entretenir en ces lieux les peuples autochtones et autres personnes de la communauté montréalaise. Puis personnellement, en cette veille de la Journée de la Terre, la Journée mondiale de la Terre, je pense que c'est d'autant plus important d'avoir ces réflexions-là, puis de se dire, comme je dis, faisons confiance aux premiers habitants de ces terres pour nous guider vers des solutions
durable pour notre planète. Donc, c'était un mot important pour nous. À main levée, qui découvre Suco pour la première fois ce soir ou qui est ici dans un premier panel de Suco? OK, j'aime ça. Donc, on a 2 personnes à qui donner de l'amour pour les personnes qui sont peut-être plus habituées. Bienvenue aux nouvelles personnes. Ça nous fait plaisir de vous accueillir. Donc, moi, je suis porte-parole, je ne travaille pas à Suco. Posez-moi pas de questions après. Mais je suis quand même très heureuse d'être ici. Je sais qu'il y a une belle équipe qui est sur place. Mais pour ceux quand même qui découvrent Suco, c'est une organisation de solidarité internationale établie à Montréal depuis 1961, présente dans 11 pays. Elle agit sur 3 paliers, les systèmes alimentaires viables, la résilience climatique et le droit des femmes. Les panels de Suco, donc ce qu'on vit ce soir, c'est une série de panels. Mais c'est né il y a maintenant 5 ans avec une ambition de créer des ponts entre l'international et le Québec, de tisser des liens entre différentes actrices et acteurs engagés dans la transition socio-écologique et de repenser ensemble notre pouvoir d'agir. Donc, j'espère qu'on va avoir cette chance de le faire parce que justement, ce soir, on a nos panélistes. Je vous promets, moi, c'est mon premier monologue. Après, on va entendre les panélistes discuter. On va avoir cette réflexion-là sur cette thématique-là. Vous allez pouvoir aussi poser des questions par après. Puis, on va terminer avec un petit goûter. Donc, c'est vraiment une soirée qui a été pensée avec intention et avec beaucoup d'amour. Donc, justement, nos panélistes, je vais commencer en les présentant. La première personne, c'est Leila Cantave, qui est plus loin là, qui travaille depuis 2022 chez Réseau Action Climat comme coordonnatrice stratégique à l'engagement international des membres. Leila est diplômée de l'Université McGill en développement international, économie et études environnementales. En 2022, elle a co-créé l'organisme à but non lucratif Black Eco Bloom dans le but de promouvoir le leadership des femmes noires dans le secteur de l'environnement. Leila. On peut l'applaudir, je pense. On a quelques minutes pour ça. Ensuite de ça, nous avons Louis-Philippe Potvin, qui est au milieu, qui est conseiller en environnement à Suco depuis 2024. Il a étudié en sciences de l'environnement à l'Université McGill et a fait une maîtrise en écologie internationale. Dans sa carrière, il a agi comme chargé de projet en développement durable à l'Institut de tourisme de l'hôtellerie du Québec, donc l'ITHQ, a élaboré un inventaire d'émissions des GES pour une firme de génie conseil pan-canadienne et développé une structure d'évaluation d'impact social pour tous les projets de construction de bâtiments provinciaux. Donc, Louis-Philippe, oui. Et le dernier, mais non le moindre, nous avons Dario Enriquez Santibáñez, qui est titulaire d'un doctorat en études urbaines à l'UQAM, l'Université du Québec à Montréal. Il s'engage depuis 2018 en coopération internationale, notamment en Bolivie, au Pérou ainsi qu'au Nicaragua. Actuellement, il collabore avec l'ONG Pro Rural, oui, okay, à La Paz, Bolivie, et préside le collectif académique et professionnel Magister Libertas. Oui? Bien prononcé? Mais c'est... Merci. Je peux parler, oui. Applaudissez-lui, pas moi, applaudissez-le, oui. OK, super. Mais avant qu'on puisse plonger, j'avais une autre question à vous poser. J'étais curieuse parce qu'on a présenté nos panélistes, mais vous faites partie de la discussion aussi ce soir. Il va y avoir une période de questions. Fait que je voudrais faire un exercice avec vous, puis vous demander, c'est vraiment d'une manière le plus inclusive possible. Donc, à main levée, je vais vous demander, je suis curieuse de savoir c'est quoi vos années d'engagement ce soir. Fait que je vais proposer des années, vous gardez votre main tant que ça fait ces années d'engagement. Donc, engagement au niveau très large, engagement social, engagement dans votre communauté, interprétez-le comme vous voulez. Depuis combien d'années êtes-vous engagé? Donc, je vais commencer 1 à 3 ans. Donc, ceux qui sont engagés depuis 1 à 3 ans au moins, c'est correct, il n'y a aucun jugement. Je vais aller avec le 5 à 7 ans. Gardez votre main, ça fait 5 à 7 ans. Je vais monter... Pardon, mais quand on saute, là, sinon on va faire toute la soirée. Fait que j'ai sauté 5 à 7 ans. 10 ans. OK. 15 ans. Moi, je peux baisser. 15 ans. Commence à baisser. 20 ans. 30 ans. Mon Dieu. 40 ans. OK. 50 ans. 60 ans. OK. OK. Bon, super. En fait, j'avais envie de poser la question parce que la thématique est quand même lourde, ce qu'on va aborder ce soir sur la fatigue climatique, mais je trouvais que on peut quand même se rappeler déjà en partant que ça nous donne l'espoir qu'on
on continue à s'engager malgré tout. Donc, c'est pas facile, mais quand on pense aux années qu'on a fait, ben, on persévère. Puis là, on a un exemple d'une personne quand même qu'on pourra peut-être aller voir après, qui a fait plusieurs années pour lui dire comment tu as fait pour persévérer. Fait que je trouvais ça quand même bien de mettre ça sur la table. Donc, finalement, le contexte, on est ici pourquoi ce soir avant que j'aille m'asseoir. Comme je l'ai mentionné, on est le 21 avril, on est à la veille de la Journée mondiale de la Terre. Donc, au-delà du symbole, nous sommes ici pour parler de ce qu'on ressent vraiment. Entre les crises économiques et l'urgence climatique, la fatigue, elle s'installe. Ce soir, on veut pas seulement dresser un constat, on veut aussi bâtir des ponts avec un panel de discussion consacré à la résilience face au changement climatique avec un regard humain, solidaire et tourné vers l'action. On va essayer de répondre à plusieurs questions. Comment agir sans s'épuiser? Comment transformer l'inquiétude en engagement durable? Et surtout, quelles solutions concrètes fonctionnent déjà ici comme ailleurs? Fait que je vais aller m'asseoir pour aller rejoindre nos panélistes. Puis vous pouvez aussi prendre les micros, sentez-vous bien à l'aise. Et ma première question que j'aurais pour vous, c'est qu'est-ce qui vous donne encore la force d'agir face au changement climatique? En 30 secondes, une petite réponse. Si vous voulez prendre... Premier défi avec le micro. Oui, c'est ça. Salut, bonjour. Ça fonctionne? Excellent. Moi, je relie ça vraiment à ma vie, ma vie très personnelle. Qu'est-ce qui me donne encore la force d'agir? C'est tout simplement la famille que je suis en train de construire. C'est ce que je vois qui est le plus tangible, qui est le plus représentatif de qu'est-ce que j'ai envie de laisser comme futur, comme héritage. Donc, j'ai failli le laisser tomber, puis me dire non, c'est la vie sur Terre, ça va être trop dur. On fera pas d'enfants. Puis finalement, j'ai changé d'idée, puis j'ai gardé espoir. Donc, c'est dans cette optique-là qu'à tous les jours, je me réveille pour travailler dans l'objectif d'améliorer les conditions de vie de façon très globale en environnement. J'en fais ma spécialité. Merci. Donc, la famille. Dario. Bon, correct. Bonjour à tous. Merci d'être ici. Et je dois remercier à Souko qui m'a invité à participer. Heureusement, on a fait de la coïncidence des dates. Et concernant la question, c'est clair que les résultats tangibles sont très importants. C'est les résultats sur le terrain de changer de vie, de mobiliser des personnes, des familles, des communautés à partir d'un objectif commun. Les problèmes, je vais parler de problèmes aussi parce qu'on va parler de ça. Mais pas trop loin, là, c'est plus les solutions un peu mais rapidement, on peut dire, c'est le problème central dans les Sud, c'est la survivance. Et ça, c'est clé. Si on comprend ce concept, après, tout le reste va se dérouler normalement. Mais si on insiste sur une question abstraite, c'est difficile de trouver un partenariat positif avec la même communauté. Si on comprend la problématique, c'est très important. Merci. Léla? Oui. Alors, moi, comment je trouve encore la force d'agir? OK, avant de commencer le panel, on a discuté d'un problème de synthétisation. Alors, ça se peut que tu dois me couper. Je t'avertis tout de suite, ne te gêne pas. Mais c'est sûr que moi, j'approche cette conversation aujourd'hui en tant que personne qui est née et qui a ses racines, dans le fond, dans le Sud global. Je suis haïtienne. Et parallèlement, j'ai grandi une partie de ma vie ici et intégré, dans le fond, le système du Nord global. Alors, ça fait un peu partie de mon contexte et je ressens un fort sens de responsabilité et de devoir, je te dirais, par rapport au changement climatique. Et pour la petite anecdote, peut-être, qui peut démontrer ce parallèle, je pense que la première fois que j'ai eu peur pour mes terres, parce que j'ai réellement compris un peu qu'est-ce qui se passait puis qu'il fallait faire quelque chose. Et même qu'en étant un peu déracinée puis une personne déplacée, il fallait que j'agisse. J'étais quand même assez jeune. Je pense que mon premier... je sais pas, j'avais un travail à faire pour l'école. Puis, évidemment, je faisais autour de l'occupation américaine en Haïti. J'avais genre peut-être 10, 11 ans, whatever. J'essaie de découvrir qu'est-ce qui se passe. Et dans un des livres que j'avais pris à la bibliothèque,
Ce qui était expliqué, c'est que la déforestation, c'est vraiment un enjeu clé sur les territoires d'Haïti. Et d'ailleurs, pour le Jour de la Terre en Haïti, l'un des points qu'on met vraiment de l'avant, c'est des actions pour la déforestation. En tout cas, et dans le livre, ça disait que concrètement, on voyait une différence entre la forestation sur l'île au complet. Alors du côté haïtien, il y avait, c'était quasiment désertique, et parallèlement, l'autre pays, qui est la République dominicaine, avec qui on partage un territoire, c'était complètement boisé, très vert. Mais c'est difficile pour une enfant de 10 ans de s'imaginer ça. Fait que moi, je vais sur Google Maps. Puis, tu sais, Google Maps, à l'école, c'était les satellites. Et la première chose que je vais sur Google Maps, je tape Haïti, je zoome. Puis, physiquement, je pouvais le voir. Je pouvais voir comment un côté, c'était complètement gris, puis l'autre côté, c'était tout à fait boisé. Et c'était difficile à conceptualiser, puis en même temps, je regardais j'essayais de m'éduquer sur les occupations, etc. Fait qu'immédiatement, j'ai senti un sens du devoir, parce que je me suis dit, si toutes ces années ont passé, puis on est arrivé là, il faut qu'individuellement, il faut continuer à agir. Fait que je dirais que même en étant maintenant ici au Canada, puis avoir restructuré ma vie différemment, je continue à ressentir ce sens de devoir. Puis pour l'instant, dans mon parcours, c'est où est-ce que j'en suis. J'arrive pas à me détacher. Fait que c'est vraiment l'une des choses qui me force un peu à continuer. Merci beaucoup. Donc, j'aime ça. On vient dans le personnel beaucoup. Donc, j'entends la famille, j'entends l'idée qu'on n'a pas le choix, il faut survivre. C'est une question de survie, puis une question du sens du devoir. Donc, super intéressant. Puis justement, pour ce soir, on voulait aussi parler de l'éco-anxiété. Donc, l'éco-anxiété qui est une détresse psychologique chronique liée à la peur des catastrophes environnementales, au changement climatique, de manière très courte. Fait que c'est de plus en plus documenté, mais c'est pas pour autant un phénomène qui est facile à naviguer. Donc, est-ce que c'est quelque chose que vous vivez, que vous observez, puis comment vous composez avec la question de l'éco-anxiété? Puis Philippe? Peut-être que je suis une exception à la règle, mais j'ai une tendance à voir le verre à moitié plein, puis avoir peut-être plus le positif malgré les nouvelles qui tombent, puis la réalité qui est difficile à ignorer. Donc pour moi, cette idée-là d'éco-anxiété, elle est toujours en trame de fond, mais j'essaie de ne pas trop lui porter une grande attention parce que j'ai l'impression que ça pourrait peut-être me paralyser ou me rendre cynique, et j'ai pas envie de faire mon travail en me disant que ça donne rien. J'ai vraiment envie d'y croire à ce que je fais, puis d'avoir cette attitude-là, puis d'essayer de répandre aussi d'essayer d'avoir une positivité qui est contagieuse, qui est un espoir finalement que ça peut continuer de s'améliorer. On voit plein de belles initiatives à gauche et à droite. Puis après ça, ça va être une question de les rassembler ensemble, de dire, on est en train de trouver une solution globale à plein de petits problèmes auxquels on a identifié des solutions, puis on va en parler tout à l'heure de quel genre de petites solutions on serait capable de mettre à l'échelle dans le cadre, par exemple, des projets de SUCO. Oui, merci. Puis, donc, je sens cette idée d'être plus optimiste. Puis, Leïla, j'ai envie de faire un rebond par rapport à toi, comme avec ton projet. C'est Black Eco Bloom, c'est ça? Donc, la fatigue climatique, elle se vit différemment selon qui on est, nos identités. Donc, est-ce que ça se vit de la même façon, selon notre position sociale, notre couleur de peau, notre quartier, etc.? Est-ce que tu peux nous en parler aussi? Je pense qu'on va peut-être aborder par la suite peut-être l'éco-anxiété quand on est du nord global versus le sud global. Fait que je vais pas nécessairement m'étendre là-dessus, mais moi, je sais pas, j'ai pas encore trouvé, c'est dommage, j'ai pas encore trouvé la solution à l'éco-anxiété. Je pense que je me laisse parfois emporter. Je peux me retrouver dans une espèce de valse très intense parce que j'essaie de m'accrocher. Et je crois qu'à travers les années, quand je parlais de ce sens du devoir puis de responsabilité, ce que j'ai compris, c'est qu'il fallait que je puisse m'étirer. Il faut que j'arrive à m'étirer sur 50 ans aussi. Fait que pour pouvoir faire ça, il faut que parfois je me donne un peu de lousse. Il faut que je m'écoute beaucoup plus. La fougue de la jeunesse, je dirais que ça fait en sorte que
tu sens que tu veux tout révolutionner, tu as de la frustration, tu veux y aller, tu as l'énergie, et à un moment donné, veux pas, à cause de mon identité, je fais face à des barrières, puis elles sont là, puis elles sont réelles, puis j'ai beau pousser, ben on pousse contre moi. Fait que ça crée souvent ce sentiment, puis cette force d'impuissance qu'on est en train de discuter, mais j'apprends en ce moment à pouvoir reculer, puis à me ressourcer, c'est essayer de mieux comprendre où est-ce que je peux avoir un impact, même si c'est un plus petit, peut-être que c'est à moins grande échelle, mais de comprendre que je fais partie d'une collectivité, me ressourcer avec mon sens de communauté, peu importe comment une personne peut le définir. Je dirais que c'est un peu comme ça que je deal avec l'éco-anxiété. Je le reconnais, j'accepte qu'il est là parce que je peux juste pas m'en empêcher. Je peux prendre un pas de recul, mais c'est par la suite pour tranquillement me remettre dans le bain. Merci. Et Dario, toi qui as travaillé, puis je sais que tu reviens de voyage hier, donc tu viens d'arriver. Mais oui. toi, justement, quand avec les travailleurs, par exemple, au Pérou, est-ce que les gens nommaient cette fatigue-là quand tu étais sur le terrain, ou est-ce que tu sens que c'est peut-être vraiment un concept qui est plutôt du Nord, là? C'est un concept du Nord, évidemment. évidemment. On a la réponse. Mais ce que je voudrais dire, c'est pour faire face à n'importe quel type d'anxiété, c'est d'agir, c'est de passer à l'action. Si tu passes à l'action, l'anxiété était derrière. Là-bas, par exemple, dans les... Qu'on peut dire... Il n'existe pas un mot français, mais c'est le plateau andin qui s'appelle Collao, que c'est un plateau à 4000, 5000 mètres sur le niveau de mer, péruvien d'un côté, bolivien pour l'autre côté. Là-bas, il y a un avantage que je vais reprendre quelques minutes. D'abord, pour agir là-bas, on sait que malheureusement, les projets de long terme et les résultats à long terme ne sont pas visibles. Ça peut gérer quelques anxiétés peut-être. Mais c'est pour ça qu'il faudra tourner sur les petites choses, sur les projets locaux avec des résultats tangibles. Et là-bas, il y a un avantage qui veut dire. Dans les plateaux andins péruviens, boliviens, n'existe pas le besoin d'électionner les personnes sur toutes les banques qui vont venir avec l'agroécologie. Parce que l'agroécologie là-bas, c'est la seule chose qui existe. Il n'existe pas d'option. Même peut-être il y a certains paysans qui cherchent des options pour améliorer la productivité, etc. Mais normalement, là-bas, l'agroécologie, c'est le jour à jour. C'est un avantage. Mais il faudrait trouver les forces qu'on trouve justement dans cet espace pour gagner. Et on va gagner beaucoup, beaucoup, parce que la première partie, que c'est de diffuser de certaines idées, n'oublie pas ça. Oublie vraiment, parce que cette idée brillante qu'on apporte du Nord, c'est les jours là-bas. Ce n'est pas une nouvelle idée. C'est la seule façon d'agir. Et on peut profiter avant de perdre tous les savoirs ancestraux qui sont là. Avant de les perdre, il faut les récupérer. Et ça va valider justement toute la théorie qu'on peut apporter ici. Quand on arrive là, et la première fois, heureusement j'ai quelques années, mais quand j'avais arrivé la première fois pour faire la coopération internationale, on croit intérieurement, peut-être on a déplacé ces sortes d'idées, mais les idées permanentes là-bas sont là toujours. On apporte la solution. Mais la première conversation avec les personnes qui sont sur le terrain, on trouve qu'on ne connaît rien. On va réapprendre toutes les choses, mais surtout d'apprendre à écouter, apprendre de faire la question précise avant qu'une idée déjà préfabriquée. Ça, c'est important. C'est pour ça on reprend le thème de l'éco-anxiété. Là-bas, il n'existe pas une anxiété. Peut-être qu'il y a une anxiété de faire les choses, de gagner la vie. Parce que la question la plus importante les plus vulnérables du Sud, c'est qu'est-ce qu'on va manger aujourd'hui? Ça, c'est la question. Et après, on peut dérouler tout le reste qui vient. Ben justement, parce que là, tu as parlé de cette coexistence-là, fait que là, on s'entend qu'en Occident, on va parler d'éco-anxiété.
alors qu'ailleurs, c'est une question de survie. Donc, comment on peut, est-ce qu'il y a un moyen de marier ces deux réalités-là sans qu'on minimise l'un ou l'autre, puis sans que ça nous paralyse? Fait qu'est-ce que, selon vous, il y a un moyen de faire vivre cette éco-anxiété-là qui est plus en Occident versus comme le Sud global, où est-ce qu'on est dans la question de survie? Je pourrais raconter une anecdote. Avant Merci. de faire la coopération internationale, j'ai participé à un certain projet. Une fois, j'ai accompagné deux journalistes français qui faisaient un travail sur la périphérie urbaine de Lima. Une d'eux m'a commenté, m'a dit « Je suis confus. Je regarde beaucoup de pauvreté, mais les personnes ici sont très heureuses. Pourquoi? Pourquoi les personnes sont pauvres? Ah, peut-être tu ne connais pas toute la réalité. Parce que chercher le bonheur, ce n'est pas une question seulement matérielle. Il y a des autres choses. Peut-être tu dois rester ici. Je le dis journaliste, c'est impossible, mais il a été 4 semaines là-bas, 4 semaines, beaucoup de temps. Mais je lui dis, tu dois rester ici 2 ans et tu dois faire les choses qu'eux font tous les jours et chaque semaine pour mieux comprendre la réalité. Il m'a dit, je voudrais être si heureux comme lui. Il m'a signalé une personne là-bas qu'avec toute la pauvreté, il avait 8 enfants. 8 enfants. Il travaillait 14 heures par jour. Pas de samedi, pas de dimanche pour se reposer. Mais il était heureux. Pourquoi? C'est un mystère qu'on va dévoiler. Mais ça, c'est très important de connaître certains éléments. Des fois, quand on arrive dans un niveau de vie matériel, qu'on partage ici, très bien, dans un pays généreux comme le Canada, on oublie qu'il y a des autres choses plus loin que le matériel. Si on comprend ça, on peut peut-être récupérer certains les savoirs ancestraux. Justement, le savoir ancestral, ce n'est pas seulement de connaître qu'est-ce qu'on va faire, c'est aussi la pensée, c'est aussi la projection. Je me rappelle dans ces cas-là, il y avait une femme qui avait tout un plan. Il disait, ici, dans ces places-là, c'est un morceau de désert. Il y a un terrain insalubre, sans eau potable, sans électricité, sans rien. C'est une petite maison faite de matériaux, de déchets. Il dit, ici, il y aura 2 places pour les 2 véhicules qu'on va acheter. Là-bas, le jardin pour les enfants. Le 2e étage, ça sera la maison de mon père, qui était vieux, il va habiter avec nous. Il va venir habiter avec nous. Il avait tout ici, dans le cerveau. Il n'avait rien. Ça était arrivé il y a 15 ans. Aujourd'hui, les seules choses qui manquent, c'est le 2e véhicule. Il y a un véhicule à la maison. Il y a des stationnements à la maison. Il y a un 2e étage. Le père vieux est là. Les enfants sont agrandis, sont plus ou moins bien éduqués. C'est compliqué là-bas l'éducation. Mais de toute façon, ça veut dire que les personnes rêvent. Et les rêves deviennent réalité. Peut-être quand on fait la coopération, la première question qu'on devrait faire, c'est quoi ton rêve à la personne qui parle avec nous? Et peut-être ça, ce sera le chemin. Mais merci de ton partage. J'ai l'impression que tu auras beaucoup d'histoires à nous raconter. J'apprécie beaucoup. Puis ce que je ressens, c'est vraiment cette idée d'aller à la rencontre de l'autre, dans le fond. C'est dans la solidarité internationale qu'on peut aller puiser dans les outils que l'autre a aussi. Puis j'aimerais ça aussi t'entendre, Louis-Philippe, parce que je sais qu'il y a un projet qui s'appelle Les Pionnières. Si tu peux nous en parler, un projet avec des femmes du Burkina Faso, du Bénin. Donc, est-ce que tu as ressenti qu'on a nommé aussi du côté de ces femmes-là cette fatigue-là, ou est-ce qu'elles sont plutôt dans l'obligation d'agir? Comment est-ce que tu as perçu de ton point de vue? Donc, si je peux me permettre de parler d'un projet qui anime Suco depuis 2 ans, je crois, c'est Pionnières. C'est un projet dans lequel on va mettre l'accent sur la résilience climatique et économique des femmes rurales du Bénin et du Burkina Faso en leur faisant, en les incitant à
élaborer des parcelles agroforestières. Donc, créer des écosystèmes qui sont résilients de par la force de l'arbre et en association avec des cultures qu'elles connaissent, qu'elles maîtrisent, afin d'avoir des cultures de subsistance, puis aussi faire de la mise en marché pour pouvoir devenir plus viables économiquement dans leurs opérations. Puis on travaille avec des coopératives. Je dis « on », mais c'est à travers évidemment des partenariats qu'on a développés chez SUCO avec le temps dans ces pays-là. Puis bon, personnellement, moi, la rencontre que j'ai eue ou les rencontres que j'ai eues, c'était au Bénin, puis je leur ai pas posé exactement cette question-là, mais évidemment, on peut sentir que on est beaucoup plus au jour le jour. Quand on voit la façon que les ressources sont utilisées, si on a besoin du bois de chauffe pour aller alimenter le foyer, pour faire la transformation alimentaire X, Y, Z, dont il est question dans cette situation-là, on n'a pas... comme à la cabane à sucre, des tonnes de bois cordés pour cette année, puis l'année d'après, on a des plus petits moyens, puis on n'est pas incapable de produire, mais on sent qu'il y a pas beaucoup de marge de manœuvre. Il y a pas une marge de crédit pour dire ben c'est pas grave, je vais aller m'appuyer si j'ai tel chaudron qui brise, je pourrais en acheter un autre. On sent qu'il y a vraiment une vulnérabilité qui fait en sorte que quand on est avec elles, on a le goût de les aider dans la mesure où on est capable de le faire. Puis, je dis aider, mais c'est comme pas tant un super beau mot. On parle plus d'appui, d'accompagnement. Quand on est dans leur réalité, on comprend mieux en les visitant qu'effectivement, c'est très fragile. L'équilibre qu'elles ont à travers des différentes études, on se rend compte que effectivement, il y a peu de marge de manœuvre. Puis, chez SUCO, on essaie de rendre ces personnes-là plus résilientes à travers ce transfert de connaissances qui va leur permettre dans ce cas-ci, de créer une forêt nourricière, si on peut le dire ainsi. Donc, un écosystème qui va être majoritairement forestier, dans lequel on va intégrer des cultures qui vont permettre de, recueillir les fruits, les transformer, puis avoir des parcelles qui sont en association, des arbres et des cultures qui sont en association ensemble pour améliorer la productivité globale. Est-ce qu'elles sont admirables de par leur capacité à jour après jour, s'investir dans leur travail? Oui, honnêtement, c'est la première chose qui saute aux yeux quand on les visite. On voit le cœur à l'ouvrage. Et on n'entend pas une se plaindre. On sait qu'elles le font parce qu'elles ont des bouches à nourrir. Puis elles mettent toujours les bouches de leur famille avant la leur. Ça aussi, c'est une belle qualité. Merci. J'irais du côté, je sais que toi, Léla, tu évolues aussi dans tout le temps la question du changement climatique, mais dans différents environnements. Puis justement, on parle d'impuissance, c'est ça qui amène l'éco-anxiété. Fait que c'est le plus grand obstacle à l'engagement qu'on sent qu'on ne peut pas faire la différence. Donc, selon toi, qu'est-ce qui fait basculer quelqu'un de la sidération vers l'action? Est-ce que tu as des exemples de choses qui ont fonctionné aussi? Donc, trouver son moteur d'engagement quand tu penses dans ton contexte de travail ou dans le projet que tu as créé avec Black Eco Blue. Donc, j'aimerais bien t'entendre là-dessus. Est-ce que la question, c'est spécifiquement comment je fais abstraction du sentiment d'impuissance? Ou... Oui, ça peut être ça. Dans le fond, c'est vraiment ce qui fait basculer vers... Oui, c'est ça, tu l'as dit. C'est comment tu fais abstraction du sentiment d'impuissance. Qu'est-ce qui te fait bouger vers l'action? OK. Intéressante question. OK. J'ai mentionné au début que j'avais pas de double identité, là, mais je navigue mon identité au mieux que je peux là, dans le contexte qu'on est. On discutait des questions préalablement, puis il y avait cette question de l'impuissance. Et je crois que quand je l'ai lu, je trouvais qu'il y avait un paradoxe entre... parce que, tu sais, l'espèce de fatigue climatique qu'on est en train de discuter, ben, elle est là, elle existe, on la ressent. Et là, je suis comme, c'est quand même difficile d'être dans un état de fatigue climatique, puis d'essayer de trouver des solutions à la fatigue climatique. Il y a une espèce de paradoxe là, et je trouvais ça vraiment difficile. Par contre, souvent, quand j'ai ce sentiment, puis là, je suis vraiment désolée parce que je vais dans un petit cours d'histoire rapidement. Okay. Quand j'ai ce sentiment d'impuissance, il y a vraiment... Ce qui me pousse souvent, c'est que je reviens loin, là, mais c'est la Révolution haïtienne. Et c'est sincèrement
ce qui fait souvent, qui m'aide à avancer dans ce sentiment d'impuissance. Parce que je repense, et mes amis, s'ils étaient dans la salle, ils riraient parce que je reviens tout le temps là-dessus, mais quand tu te sens impuissant, tu es vraiment face, tu te dis comme ça que tu es face à un modèle justement que tu peux pas changer. Puis ici, après, on va parler de dynamique nord-sud, on peut voir comment la fatigue climatique diffère entre le nord et le sud, puis comment le sentiment d'impuissance peut changer. Mais dans ma position, je repense souvent qu'il y avait un monde avant où est-ce qu'on pensait qu'il y avait des sous-hommes, les gens qui étaient issus de l'esclavage, qui n'auraient jamais pu avoir une révolution. Il y avait un monde qui existait pas avant, où est-ce que c'était inimaginable de se dire qu'une révolution pourrait se faire à travers les esclaves, justement, et détruire le même système dans lequel ils étaient enfermés. Et à chaque fois, j'y pense, je suis comme, ben, on en est là. La révolution, elle a quand même lieu. Après, on peut parler historiquement, bon, des chaînes qui sont, pas toutes les chaînes qui sont brisées, mais il y a quand même eu une avancée. Puis une révolution comme celle-ci, qui était inimaginable pour le système colonialiste et capitaliste de s'imaginer, a eu lieu. Et c'est quand même la révolution qui était à la fois anti-esclavagiste, anti-extractivisme et anti-coloniale, qui est une révolution qui, mettons, si on pense à la Révolution française ou à la Révolution américaine, qui a brisé plus de chaînes, tu sais, alors qu'on était dans un système qui ne pouvait pas imaginer une telle chose. Bref, tout ça pour dire que lorsque j'ai un sentiment d'impuissance, je me rappelle justement que l'impuissance, en fait, va se matérialiser seulement si tu l'acceptes, si tu te dis vraiment que je suis dans un stade d'impuissance. Je pense que scientifiquement, puis là, ça, c'est des parallèles, que ça, c'est comme ça mon cerveau fonctionne, mais il y a, tu sais, on est nous-mêmes, comme humains, on est des particules, on est constamment en mouvement, puis c'est un peu comme ça que l'énergie se crée. Et je pense que, comme Dario disait tout à l'heure, des fois, même si c'est difficile, mais d'essayer de faire des petites actions, je pense qu'on doit rester des particules en mouvement. On doit rester ce mécanisme le plus possible qui avance, et même si des fois, on a l'impression d'avancer peut-être dans le vide, on ne sait jamais quelle énergie qu'on peut créer, puis on ne sait jamais quel autre atome, quelle autre particule qui peut venir se frotter à nous, puis qui pourrait avoir un impact sur l'énergie de l'autre personne. Alors, ce sentiment d'impuissance, puis tu sais, ça part de loin, mais j'essaie de m'imaginer la chose la plus inimaginable, puis je suis comme, ben non, ça a eu lieu. Fait que moi, en tant que particule que je suis, j'essaie de rester en mouvement, puis au pire, j'avance lentement, mais peut-être que je peux créer une énergie pour quelqu'un d'autre. Puis c'est un petit peu comme ça aussi que Black Eagle Bloom s'est créé. L'organisation. Là. Alors, voilà. Mais se rappeler de l'histoire, donc dans le passé, ça s'est fait. Il y a eu des situations impossibles. Ouais. Il y en a aujourd'hui, mais on peut aussi continuer à persévérer. Là, c'est ce que j'entends qui nous donne un moteur. Ben oui, tout à fait, parce que je crois que on a une fatigue générale, on a la fatigue climatique réellement, mais si on se l'imagine, on a sûrement une fatigue de beaucoup de choses. On est dans un contexte qui est extrêmement difficile, à la fois à l'échelle nationale, à la fois géopolitique. On veut se battre pour plusieurs causes, on croit beaucoup de choses, on voit l'intersection justement des enjeux qui se passent. Fait qu'on est un peu épuisé face à cette impuissance, mais on essaie de se raccrocher comme on peut. Puis même si c'est difficile de s'imaginer un monde de changement, je pense qu'il y a quand même eu des changements qui ont eu lieu alors qu'on pensait que c'était inimaginable. Alors, voilà. Oui, Philippe, tu peux Moi, les changements qui m'inspirent, c'est les changements sur des terres dégradées où rien ne pousse, tout est sec. Il semble qu'il n'y aurait pas une mauvaise herbe qui pourrait pousser, puis soudainement, on vient d'implanter des arbres. Les arbres ont redonné de l'ombre, les arbres ont capturé et retenu l'eau. L'eau, par la suite, elle a permis à certaines espèces de plantes pionnières de s'établir. Par la suite, on a réussi, de fil en aiguille, à restaurer un site entier. Pour moi, c'est aussi un exemple de qu'est-ce que c'est possible de faire avec un petit peu de connaissances et un peu de ressources et beaucoup de travail sur le terrain. Moi, c'est ça qui me donne le goût de passer à l'action, en fait. C'est de réaliser que ces résultats-là sont possibles, sont tangibles, puis changent des vies aussi pour le mieux. Mais là, on a une posture quand même personnelle sur nous, comment on arrive à s'engager, mais on sait que, je veux dire, ça va pas bien. Là, il faut qu'on soit honnête aussi. Là, il y a beaucoup de choses qui se passent, puis il y a beaucoup de discours alarmistes que ça peut nous épuiser. Mais on a aussi besoin de faire ça ensemble, donc il faut mobiliser les autres. Comment vous arrivez à parler de climat, dans votre entourage, dans votre travail? Qu'est-ce qui touche les gens? Qu'est-ce qui les aide à se mettre en mouvement, là? Donc, comment on arrive à le faire de manière réaliste sans juste que ce soit mon Dieu, ben ça sert à rien parce que de toute façon ça va tellement mal, donc je vais aller juste me coucher, aller au resto puis c'est terminé.
Je sais que c'est une grosse question. On peut commencer à avoir des fibres, des petites étincelles de réponse, même si on n'a pas la réponse complète aujourd'hui. Philippe ou Dario? Vous y allez? Ouais, je voulais parler s'écoute bien? Ouais, de certains cas. Ok. Même il y a des cas positifs par rapport au changement climatique. Par exemple, dans le nord du Pérou, c'est à cause que la température était plus élevée que normal. C'est un vaste territoire est devenu propice pour la culture des bananes biologiques. Ça veut dire que des avantages, des problèmes climatiques, il y a une opportunité. Et après, tous les projets qu'on peut parler après, mais ça était un élément. Un autre élément dans les plateaux andins, boliviens, péruviens, c'est l'élevage des vaches, des taureaux. Avant, il n'était pas diffusé. Mais à cause d'une relative électrification, parce qu'il y a 15-20 ans, il n'existe pas de l'électricité dans ce secteur. C'est incroyable peut-être, parce que par nous, simplement, c'est un petit bouton, il y a de l'électricité. Mais aucune électricité là-bas. Il y avait des hivers là-bas de moins 30, moins 40, comme ici. Mais imagine sans électricité. Et sans bouche de bois aussi. Parce que dans cette hauteur, il n'existe pas des arbres. C'est pour se réchauffer. C'est l'excrément de vaches, l'excrément des animaux, qu'on va les brûler pour se chauffer. Ça, c'était la réalité là-bas. Mais avec une relative électricité, ils ont commencé à élever des vaches, des taureaux. Et aujourd'hui, c'est un espace producteur de lait. Mais ça a été fait avec la coopération internationale, qui a regardé une opportunité de faire quelque chose. Avant, il y avait des animaux, des vacunes, sans qualité génétique, parce qu'ils étaient simplement pour l'autoconsommation. Mais quelqu'un de la coopération, si je me rappelle bien, c'est de la coopération suisse, qui a dit, mais pourquoi n'achète pas un taureau pour améliorer la génétique? Il a dit, oh, on va voir qu'est-ce qui arrive. Et ça a marché. A marché à cause d'une idée qui rapidement était mise en place. Et aujourd'hui, c'est un espace de production laitier, mais avec problème de formalité. Parce que c'est impossible de vendre du lait dans tous les circuits commerciaux, parce qu'il n'y a pas de licence sanitaire, quelque chose comme ça. C'est incroyable. J'ai prouvé ce lait qui vient de sortir de la vache. C'est délicieux. Mais ça, c'est interdit. Ici, c'est interdit, je crois. Ouais. C'est dangereux pour la santé, mon Dieu, je suis là. Mais ça, c'est une réalité. Mais qu'est-ce qui est devenu là-bas? C'est avant producteurs laitiers, aujourd'hui, ils sont producteurs de fromage. Mais encore informel. Encore informel parce qu'il n'y a pas de licence sanitaire. Il y a, les calculs, il y a 30 démarches bureaucratiques pour légaliser un produit comme ça. Il dit non, aucune action pour ce cas-là. Je vais développer mes propres cadeaux et chaînes de distribution. Il y a une distribution informelle, 1000 litres de lait chaque jour. 1000 litres. Mais son format, aujourd'hui, ils ont dépassé longuement la ligne de pauvreté, évidemment, quand c'est sorte de production. Mais officiellement, ce sont encore des pauvretés. Aucune place pour enregistrer la richesse qu'ils ont. Mais ce que j'entends, c'est que chaque problème trouve sa solution. Donc, à chaque fois qu'il y a une situation complexe, les solutions sont possibles et elles vont émerger. La coopération internationale devrait questionner avant d'agir qu'est-ce qu'on peut faire, ou qu'est-ce que tu fais, ou comment se fait les choses, pour savoir qu'est-ce qui arrive. Et après, peut-être collaborer spécifiquement dans une chose, dans ces cas-là, productive, pour améliorer la production, améliorer la qualité de vie. Évidemment, les paysans là-bas n'avaient pas de connaissances sur génétique.
Il y a une connaissance empirique sur la génétique, parce que dans l'élevage, par exemple, des cochons d'Inde, des lamas, etc., il connaît une génétique. Mais il n'avait pas les connaissances pour savoir où trouver la meilleure génétique pour améliorer l'élevage des taureaux. C'est la coopération internationale a aidé à trouver l'information, à transmettre les connaissances et à financer une partie, parce que toujours là-bas, c'est une partie. Jamais financer le 100%. C'est de trouver peut-être qu'est-ce que tu peux apporter, le 30%. Ah, parfait, la coopération internationale peut donner 70%, on complète, on fait ça. Mais ça, c'est fait, ça a démontré être très efficace. OK. Donc, des solutions sont toujours possibles, c'est ce que j'entends. Je sais que Louis-Philippe, tu allais prendre la parole aussi sur cette idée-là de... Je sens que Dario nous amène beaucoup dans la collaboration, dans l'idée qu'il y a des solutions. Je pense que ce que j'entends aussi, c'est qu'il y a des histoires à raconter, qu'on peut rester positif à travers ça. Puis Louis-Philippe, comment toi, tu arrives à parler de cette crise? C'est vrai que c'est un sujet qui est embarrassant. C'est le premier documentaire de Al Gore sur les augmentations des températures planétaires. C'était An Inconvenient Truth, une réalité qui dérange. Puis j'ai l'impression que ça dérange encore. Ça fait longtemps qu'on en parle, mais il n'y a pas grand monde qui veut sortir de son confort. Je pense qu'il faut avoir une attitude qui est quand même réfléchie dans qu'est-ce qu'on peut faire, puis qu'est-ce qu'on ne peut pas faire. Puis s'auto-flageller parce qu'on a mangé de la viande rouge au restaurant, c'est pas la meilleure solution pour avoir une bonne journée puis se sentir bien avec soi-même. Donc, je pense qu'il y a des occasions qu'on peut prendre pour effectivement être déviant, entre guillemets. T'sais. On peut prendre l'avion, mais réfléchissons comment on va aller prendre l'avion. Est-ce qu'on va prendre l'avion à tout bout de champ? Est-ce qu'on va créer des occasions pour prendre l'avion ou au contraire, on va essayer de trouver des occasions pour rester plus longtemps à un même endroit, profiter plus de cet endroit-là lorsqu'on est en voyage ou combiner le voyage avec le voyage pour le travail avec le voyage personnel. Il y a des façons de continuer à vivre, puis continuer d'en parler de cette réalité-là qui dérange en ne se sentant pas si mal. Puis si on se sent si mal, à quel point est-ce qu'on peut être pertinent? À quel point est-ce qu'on peut vraiment continuer d'exprimer qui on est et de faire les choses pour le bien commun. Je pense qu'on va se... Comme tu disais, elle est là, on doit se préserver. Si toi, tu veux travailler 50 ans dans le domaine, faut que tu te gères, comme on dit. Faut que tu génères autant de bonté pour toi que tu vas en générer pour les autres. Puis, je pense qu'il faut vraiment faire attention dans le mouvement pour pas s'épuiser. Ça fait partie de la solution. Puis... Soyons quand même doux avec nous-mêmes, mais soyons réalistes aussi avec qu'est-ce que ça implique au quotidien, mes déplacements, mes choix au niveau de l'alimentation. Je pense que à la fois, faut le reconnaître, puis il faut se faire plaisir d'un fois. Parce que si on est simplement en train de s'auto-flageller, vraiment, on va nulle part, puis on ne sert à rien à la cause. Oui, mais j'entends dans ce que tu me dis, on ne veut pas être dans une... tout le temps en train de surveiller aussi, là, c'est-à-dire dans un contexte où est-ce qu'on surveille les autres parce qu'on sait que nous, on veut militer, on veut être là pour les changements climatiques. Notre famille est toujours en train de se dire qu'est-ce qu'elle pense de moi, est-ce qu'elle a vu mes actions, quoi que ce soit. Fait qu'on veut plus sensibiliser que surveiller, puis amener un peu cette pratique-là dans notre vie aussi. Léla, est-ce que toi, tu sens que tu déranges quand tu parles de changement climatique? Comment tu arrives à naviguer ça puis à emmener les autres à travailler avec toi? Oui. OK. Alors, comment on parle de changement climatique? Alors, à travers les réponses qui ont été données, je réfléchissais et je me suis rendu compte que j'arrivais pas à arriver à une réponse qui était un peu uniforme. Je ne vais pas non plus rentrer dans des réponses individuelles, mais je me dis que peut-être qu'il y a des regroupements à faire. Lorsque je parle de comment aborder ces questions, je pense que ça dépend aussi du public et à qui on parle. Pour moi, je pense que c'est important pour avoir un impact de rencontrer les gens où est-ce qu'ils sont. Il y a d'autres philosophes qui vous diraient que tout le monde est bon, alors on n'a qu'à trouver la bonté entre eux, en eux, etc. Mais je pense qu'au final, concrètement, on rencontre les gens où est-ce qu'ils sont, puis on essaie d'avoir la conversation qui fait du sens le plus pour cette personne, puis de la rallier à un mouvement. Dans le contexte du réseau Action Climat Canada, alors comme c'était un peu affiché,
Je travaille pour les réseaux Action Climat Canada, où est-ce qu'on on est une organisation avec des membres qui sont aussi d'autres organisations, puis on lutte pour la justice climatique, pour la transition énergétique, et à travers les différents enjeux environnementaux et climatiques. On a plus de, je pense à ce stade, peut-être 200 organisations qui sont membres du réseau de tout genre. Et je dirais que la meilleure manière En fait, on est dans une impasse en ce moment. Parce qu'on voit ce qui se fait. Notre travail, c'est d'analyser la situation, puis d'essayer de conscientiser, de mobiliser, puis de créer un consensus. Fait que concrètement, on absorbe l'information, on analyse, puis on a les faits, on le voit, on est dans une impasse de crise. On essaye d'agir, puis de mobiliser les gens, que ce soit les membres ou les gens au complet, puis c'est difficile de le faire. Tout ce qui revient, c'est le fait que la crise climatique, les enjeux environnementaux ne sont pas des priorités. En tant que personne qui travaille dans le secteur environnemental et climatique, c'est difficile d'entendre que les gens, la population, n'est pas réceptif à toutes ces analyses que tu fais, puis tout ce que tu identifies comme étant des priorités. Alors, au réseau, les membres, je dirais que ce qui motive, puis les angles de conversation qui arrivent à fonctionner avec nos membres, c'est l'aspect de mouvement. C'est-à-dire que nous, tout le monde ensemble, on travaille, on a identifié certaines choses, on s'appuie l'un sur l'autre pour continuer à être en mouvement, comme je mentionnais un petit peu tout à l'heure. On continue les efforts, mais on comprend aussi que les impacts, par exemple, quand il y a 5 ans puis que tout le monde parlait d'environnement, n'est pas le même. Quand on fait des rencontres gouvernementales, l'impact n'est pas le même. On change les angles d'analyse, on change les angles de discussion, mais ce qui garde les membres motivés le plus possible, puis tu sais, je vous dis que des fois, on a vu vraiment un gros déclin dans la motivation, c'est le fait que, on sait qu'il y a une autre organisation que parallèlement, il fait ce travail. Fait qu'ensemble, on est ce mouvement. Ensemble, on peut se recueillir puis démontrer que c'est pas en vain, qu'il faut juste continuer. Dans le contexte de Black Eco Bloom, qui, comme tu as mentionné, merci pour la présentation, qui est une organisation justement que j'ai fondée pour aider les personnes et les femmes noires et les personnes de divers genres à apporter leur voix justement à tout ce qui est la justice climatique. Ce qui aide nos conversations, c'est le sens de communauté. Les gens, ils ont besoin de sentir que leurs expériences, puis la manière qu'elles naviguent justement, que ce soit les changements climatiques ici au Canada ou en tant que personne de la diaspora, sentir qu'il y a une communauté de personnes qui les comprend et que c'est possible justement, que c'est pas isolé. C'est vraiment ce sentiment de ne pas être isolé. Puis quand on parle de la population, mettons, si on dirait la population du Québec en général, en ce moment, je pense que vous l'entendez aussi, c'est très l'économie d'abord. Fait que je pense que c'est peut-être où est-ce que les gens sont. L'analyse qu'on fait beaucoup, c'est qu'il faut rallier l'environnement à l'économie, puis trouver d'une manière où est-ce que les gens, où est-ce que ça peut plaire, comme rendre l'environnement sexy, genre, again. Et c'est difficile parce que quand on parle juste d'économie, il peut aussi y avoir des enjeux de valeur là aussi. Puis il faut faire attention sur les angles qui sont amenés. On n'a pas le contrôle sur la réception, mais quelque part, il faut rencontrer les gens, où est-ce qu'ils sont. Puis après, il y a aussi pour le Sud global, comme on était en train de raconter tout à l'heure, comment on garde les gens motivés. Je sais pas. Tu sais, par exemple, et c'est pas de ta faute du tout, là, mais tu sais, j'ai comme un peu, peut-être un petit malaise quand j'entends, c'est que malgré le besoin de sentir de la résilience, les femmes, elles sont prêtes à nourrir les autres personnes avant qu'elles se nourrissent elles-mêmes. Je comprends l'idée, mais pour moi, il y a un malaise là. C'est difficile à entendre que c'est ça la résilience, que la résilience, c'est qu'il y a quelqu'un qui se donne faim parce qu'elle veut nourrir quelqu'un d'autre. Et le fait que c'est dans le contexte dans lequel on est en train de naviguer, je peux pas me dire que parler de changement climatique à cette personne, c'est d'arriver puis te dire « Oh, continue de sourire malgré tout ». Ça me paraît un peu... j'ai pas les mots, mais ça me paraît un peu mal situé. Alors, dans un contexte international, je dirais que c'est vraiment de peut-être continuer à mettre pression sur les pays, de fournir vraiment la capacité à ces communautés de s'adapter puis de faire ce changement. Je ne peux pas présenter des solutions à ces communautés s'ils n'ont pas les fonds ou les capacités financières ou les technologies pour le faire. Il faut continuer. Si je vais leur dire de rester résilients ou
mitiger votre fatigue climatique, il faut leur donner les ressources pour y arriver. Fait que peut-être c'est l'emphase que je mettrais. En gros, pour dire que ça dépend du public auquel on parle. Mais j'ai envie de te relancer parce qu'il y a une question qui touche un peu ce dont tu parles. Tu sais, selon toi, qu'est-ce que le leadership des femmes noires dans le secteur environnemental? Ben, qu'est-ce que ça apporte de différent, tu sais, à la réponse climatique? OK, je réponds à ça, là? Oui, tu as commencé à répondre, donc je te juste te relancer là-dessus. OK, intéressant. Je pense qu'il y a un contexte, comment on dit en français? Black intersectional feminism? Je ne sais pas si c'est bien compris. Le féminisme intersectionnel. Oui, qui est justement porté des femmes noires. Puis au final, qu'est-ce que ça explique? C'est que si on regarde d'une manière hiérarchique, on se rendrait compte qu'à cause de l'identité du genre et l'identité de personne noire qu'une femme noire peut porter, elle va se retrouver au bas de l'échelle lorsque c'est le temps d'avoir accès à quoi que ce soit. Ce qui veut dire que c'est l'une des personnes les plus vulnérables qu'on peut retrouver dans les sociétés. Puis ça c'est à travers le monde qu'on parle ici, en Amérique du Nord, ou puis si on regarde du Sud global, dynamique, etc. Quand on parle du Sud global, puis on parle de développement international, on va toujours parler des femmes. Fait que vous pouvez imaginer comment il y a cette intersection. Alors, je pense que quand on parle de changement climatique, quand on parle de solutions, de pouvoir porter, puis de centrer la voix des personnes qui sont les plus vulnérables, puis je pense que c'est un contexte que tout le monde comprend, de centrer la voix puis de créer des solutions autour des personnes qui sont les plus vulnérables, ben, ça fait en sorte que tout le monde qui est en haut, ben, ils vont aussi en bénéficier. Et je pense que dans le contexte des enjeux climatiques, c'est un peu ça qu'on veut rappeler. Je sais que beaucoup de personnes le comprennent, beaucoup de personnes le ressentent, mais c'est un concept qui finit toujours par défiler, c'est-à-dire que même quand on veut l'appliquer, là, on veut mettre des exceptions, puis on veut faire ci, on veut faire Y, puis on se rend compte que les exceptions, ça finit toujours par marginaliser ceux qui sont au bas de cette échelle, qui, malheureusement, socialement, ça reste encore les femmes noires. Je pourrais mettre aussi les femmes autochtones dans ce parallèle aussi. Fait que c'est centrer ces voix pour s'assurer que ceux qui sont au bas de l'échelle peuvent aussi être inclus dans les décisions faites au milieu ou un peu plus haut. Merci beaucoup. Effectivement, le concept de résilience, je sais que c'est différent d'une communauté à l'autre. Moi, je sais qu'il y a je suis d'origine haïtienne, donc il y a beaucoup de gens de la communauté haïtienne qui disent aussi que la résilience sont tannés, ils veulent plus parler de ça, on veut arrêter d'être résilient. Mais ça peut vouloir dire quelque chose d'autre pour d'autres, fait que c'est intéressant aussi d'avoir cette perspective intersectionnelle. On arrive bientôt aux questions, donc préparez vos cœurs et vos pensées pour pouvoir intervenir. Mais avant, j'aimerais ça interpeller Louis-Philippe et Darius sur des initiatives inspirantes. En fait, j'aimerais ça vous entendre peut-être chacun parmi les projets que vous avez vus de près ou de loin. Est-ce qu'il y en a un qui vous a surpris, qui vous a inspiré? La question, c'est par sa capacité à construire une vraie résilience. Vous pouvez échapper le mot résilience aussi, comme vous le voulez, mais qui vous a inspiré de manière plus large. Donc, j'aurais aimé ça vous entendre chacun dans les projets avec lesquels vous avez collaboré, les personnes, etc. Lequel a été le plus inspirant dans cette lutte pour les changements climatiques? Oui. Tu veux-tu y aller? J'ai quand même une exposition. Pardon pour ma voix. Je suis légèrement enrhumé. J'ai une exposition quand même assez faible par rapport à tout ce qui est projet en coopération internationale, vu le peu d'expérience que j'ai là-dedans. Mais au risque de me répéter, peut-être que... Mais en fait, j'ai pas vu encore la résilience comme je souhaite l'avoir dans le projet auquel je contribue, mais je peux l'envisager et je peux définitivement penser qu'une fois les formations qui auront été données et la compréhension qui aura vraiment été intégrée de tout ce qu'on pourra leur avoir transmis à ces personnes-là, évidemment en collaboration avec elles, on pourrait espérer avoir des écosystèmes qui sont réellement riches, productifs, puis qui permettent de répondre à leurs besoins. Tout ça en misant sur la force simple de l'arbre qui lorsqu'il est bien organisé dans un système agroforestier, peut permettre de créer vraiment, comme je dis, une productivité très intéressante. Donc, je m'en tiens à ça parce que je voudrais témoigner de quelque chose que j'ai vu de mes yeux, mais j'en suis pas là encore, malheureusement. Puis là, juste pour revenir sur quelque chose que tu as dit, par rapport, en fait, un commentaire sur le volet où les femmes vont
se sacrifier puis nourrir les autres avant elle-même, c'est vraiment pas, évidemment, une finalité du projet dans lequel on travaille, mais c'était plutôt aussi dur que c'est à l'accepter, c'est une sorte de... C'est une caractéristique qu'on voit qui dénote que les femmes vont avoir tendance à se sacrifier puis à mettre les autres de l'avant dans le bien commun. En fait, c'est une qualité, même si au final, elles en souffrent. Puis je suis complètement d'accord avec toi dans l'idée que si on prend les femmes puis qu'on est capable de leur mettre dans les mains plus de pouvoir, ce qui est un peu l'idée du projet aussi pionnière, ben, elles sont en mesure de mieux gérer les ressources de façon à ce que la répartition en soit beaucoup plus juste. Puis, donc, c'était juste pour revenir sur ce petit détail-là. Je suis désolé si ça aurait pu laisser croire que c'était une bonne chose. Non, c'est dramatique, mais c'est un comportement que même moi, je pourrais ressentir en tant que père dans une situation où il n'y a rien en jeu réellement, mais je vais être content quand mon enfant, en bas âge, va consommer bien son repas. Je me dis, c'est sécurisant. Puis là, c'est complètement une autre échelle, puis c'est un autre contexte, puis c'est toute une autre chose. Mais bref, voilà. Donc, je cède la parole à Dario. Merci. Dario, il faudrait que ce soit une histoire, parce que j'ai l'impression que tu pourras en avoir beaucoup. On va avoir un moment de discussion, t'inquiète pas, tu pourras t'asseoir au milieu, on se mettra en cercle. Mais là, c'est une histoire. Oui, je peux reprendre un peu cette histoire que j'ai déjà mentionnée, la banane biologique au nord du Pérou, dans la vallée du Chira. Chira, c'est le nom de la place, la vallée du Chira. C'était toute une expérience avec plusieurs facteurs à mettre ensemble. Il y a 26 ans, c'est l'an 2000. L'an 2000, justement, toute la production agricole du Valais Chira était ciblée sur le coton et du riz. C'est les deux cultures là-bas. Il n'y avait pas de bananes, même parce que le climat n'était pas propice. Au nord du Pérou, dans l'Équateur, vous regardez les maps, là-bas était la meilleure place de tout le monde, de toute la planète pour produire la banane en général. Mais l'Équateur avait refusé de produire des bananes biologiques, c'est très problématique, c'est pas productif comme la banane conventionnelle, etc. L'Équateur a refusé de faire ça. Alors, la température a commencé à monter un peu à peu. Alors, il y a quelqu'un qui a dit on peut produire banane ici. On dit non, c'est impossible. Alors, un petit groupe de pionniers ont commencé à produire. Mais avec la coopération internationale, on dit, on va essayer, si on va faire quelque chose de spécial, on va essayer la banane biologique. On va voir, avec les contrôles biologiques des plaies et toutes ces choses. Même pas utiliser des fertilisants artificiels. On va faire tout ça à petite échelle. On s'en réussit un produit, mais tout le reste des personnes autour étaient non, impossible de continuer. Ça marchait bien, mais non. Mais peu à peu, un travail de fourmi, on dit en français, je crois, en espagnol, il y a une expression de travail de fourmi, peu à peu. On a ajouté certaines personnes, on a convaincu des personnes dans une hectare, c'est un petit morceau de terrain, pour dire, oh, on va essayer là-bas. Banane. Après 6 ans, il y avait une importante production de bananes dans les vallées de Chira. On a déplacé le riz, on a déplacé le coton, même. Il y a une chose on peut dire la bonne chance, parce que justement, un worm rose s'appelle, je crois. C'est une plaie qui a attaqué le coton. Et toutes les cultures de coton sont à la misère. Alors, ils sont changés pour la banane. Ce sont des choses, même la chance qui arrive. Mais le point clé était quand, avec une bonne production de bananes biologiques, qui malheureusement était vendue comme conventionnelle dans les marchés internes, parce qu'il faut les vendre dans quelque part. Et le marché péruvien n'apprécie pas les bananes biologiques. Il achète la banane à prix de conventionnel. Alors, quelqu'un qui a dit non, on peut trianguler avec la coopération internationale, le fair trade, etc. Je peux recevoir un bonus de $1 pour chaque boîte. On va essayer. Toujours, la plupart des personnes, non, c'est impossible. Mais un petit groupe de pionniers
a essayé de le faire et a réussi à remplir un camion pour l'exportation. Tu dois remplir au moins un camion pour l'exporter. Et ça a marché. C'est la magie. À partir de ça, tout le monde a fait confiance sur l'idée. La coopérative était bien conformée parce qu'avant, c'était une association simplement de personnes. Mais avec une coopérative, il y a un engagement pour donner ta production, pour remplir les camions et pour l'exporter. C'est un engagement fort avec la coopérative. Et ça a commencé à marcher. Et l'exportation a permis de faire une activité presque de subsistance, une activité qui te rend beaucoup d'utilité. Même la coopérative a construit des écoles. Regarde, tous les excédents qui se produisent avec la vente de bananes biologiques, la même population a construit des écoles parce qu'il n'avait pas... il y avait une école publique, mais c'est une école totalement précaire. Ils ont construit un local. Même, c'est incroyable ça, parce que la coopérative complète les salaires du professeur. Ça veut dire que les salaires qui dans l'État, ce sera dans cette époque-là $200 mensuels, quelque chose comme ça. Ça, c'est le salaire d'un professeur au Pérou. Dans cette époque-là, aujourd'hui, c'est mieux. Mais de toute façon, ça manque quelque chose. Mais la population, la coopérative a complété les salaires des professeurs parce qu'il y a besoin d'un incentive pour aller là. Sinon, aucun professeur. C'est compliqué, c'est long de réfléchir sur ça, mais il y a beaucoup de choses qui sont naturellement données dans une réalité comme les Canadiens, que là-bas, c'est difficile de trouver. Alors, la coopérative a progressé parce qu'elle a trouvé un espace pour déplier toutes ces sortes d'idées, l'agroécologie, la production biologique, etc., mais avec une perspective productive, une perspective de on va gagner la vie, on ne va pas sauver la planète. Parce que le message de sauver la planète, c'est important, mais encore une fois, pour une famille, pour une personne, qui chaque jour doit penser qu'est-ce que je dois manger aujourd'hui, quand je le dis, il faut sauver la planète, on va briser toute la conversation. C'est impossible. C'est les besoins les plus élémentaires qui sont là. Mais quand la personne on réussit pour un business comme la banane biologique d'exportation, con excédents qui sont appliqués à la communauté, etc., la réalité, c'est une autre chose. A progressé beaucoup, par exemple, la production propre de fertilisants. C'est une production biologique qui se fait là. C'est un mélange de coopération canadienne et coopération suisse. Il y a une petite usine de production de fertilisants naturels. Même son distributeur dans toute la vallée, pas la coopérative seulement, ils vendent le fertilisant et produit pour des autres chambres, des autres acteurs agricoles. Et ça, c'est une bonne chose parce que sur le terrain, sur l'action, on a trouvé la bonne façon de propager les bonnes pratiques, justement. Mais c'est une bonne pratique qui est imposée par la réalité, par les faits. Pas par une personne illuminée qui vient à dire. Ouais. Je suis désolée, je dois. Mais tu n'es pas obligé de déposer le micro, tu peux le conserver. Ouais, mais ce que j'entends de ce que tu nous dis, c'est que oui, on peut pas sauver, on n'est pas dans une perspective de sauver le monde, mais j'entends qu'il y a des belles transformations dans les communautés, qu'on peut transformer la communauté, qu'on peut transformer ce qui se fait autour de nous. Puis je trouve ça quand même très beau aussi, très inspirant hein, comme initiative. Comme je dis, j'ai l'impression que tu pourrais tellement nous émerveiller de tes histoires, mais c'est le temps aussi de discuter avec le public. Donc, si vous avez des questions, on a parlé de beaucoup de choses. On a parlé justement de cette question, tu sais, la thématique du panel, c'est sur la question de la fatigue climatique, de la solidarité internationale, des solutions. Donc, n'hésitez pas à y aller de vos questions. Mais si vous n'avez pas encore de questions, vous y réfléchissez. Tu sais, moi, je peux briser la glace en vous demandant à vous aussi, qu'est-ce qui vous donne encore la force d'agir face au changement climatique? Donc, s'il y a une personne qui veut peut-être briser la glace en y répondant pour nous. Non, je ne veux pas briser la glace. Non, vas-y. Mais est-ce que je peux me permettre de peut-être partager une initiative? Ouais, ça va laisser la chance aux autres. Okay. Ouais, vas-y. Oui, en fait, rapidement. Je comprends qu'on est un peu serré dans le temps, mais
En termes, quelque chose que je découvre à travers moi et comment je grandis, c'est que beaucoup de mes anecdotes personnelles, je pense que j'essaie de les écouter et j'essaie de voir comment je peux créer justement des systèmes de changement autour de ça. Et j'ai commencé mon anecdote, ce panel en parlant justement comment je suis allée sur Google, puis j'ai vu la différence sur les maps, etc., entre Haïti et la République dominicaine. Et je dirais qu'en tant que personne issue de la diaspora, je me trouve ici détachée de territoire, il y a tout ça, cette profonde... il y a ce sentiment où est-ce que je veux pas que le savoir, justement, se perde. C'est-à-dire que oui, on a des enjeux de déforestation, mais il y a énormément de connaissances sur le territoire de comment s'occuper des terres. On en a réellement, puis elles sont uniques et vraiment adaptées pour la partie de l'île qu'on possède. Et je vais d'ailleurs citer Dario, où est-ce que Dario disait comme ça que le savoir ancestral, il faut le récupérer. Et dans cette position, justement, où est-ce que... il y a ce sentiment de panique à vouloir sauver les savoirs ancestraux qu'on a. En tant que diaspora, t'es comme, OK, je suis pas nécessairement sur le territoire, mais je ressens quand même un devoir de pouvoir porter ces connaissances, puis comment je peux distribuer ces connaissances à travers la population. Avec Black Eco Bloom, on a créé une initiative qui, en anglais, c'est Roots of Wisdom. En français, on pourrait traduire grossièrement que c'est les racines de la sagesse. Et c'est une initiative, dans le fond, multigénérationnelle, où est-ce qu'on veut explorer les savoirs qui ont été perdus, altérés ou transformés au sein des communautés africaines. On pourrait aussi dire les savoirs endogènes, qui est les communautés autochtones africaines, et comment cette passation peut avoir été altérée à travers la diaspora. Puis là, c'est une initiative, dans le fond, puis on parlait de résilience climatique. L'initiative, ce que ça fait, c'est que ça fait un recensement de la diaspora caribéenne et africaine, dans le fond, sur ces connaissances ancestrales qui peuvent exister parmi les connaissances générales. Et on le popularise pour les communautés afrodescendantes ici au Canada qui voudraient, que ce soit dans leur quotidien, dans leurs connaissances, ou juste porter ce genre de connaissances avec elles, pour un peu pas contrebalancer, mais balancer la narrative popularisée qui est un peu plus dans l'aspect scientifique ou dit moderne. Pour balancer un peu ce qu'on considère comme des connaissances ancestrales et des connaissances modernes à travers les populations de la diaspora, parce que je pense que des fois, cette crise identitaire fait en sorte qu'on a besoin de ce recensement. Fait que je voulais partager ça aussi comme une espèce de passation de connaissances autour de la résilience climatique pour les gens de la diaspora afrodescendante. Merci beaucoup. Super intéressant. Je me tourne vers vous. Oui, est-ce que quelqu'un peut aider peut-être avec le micro, juste pour faciliter? Puis je sais qu'il y a des gens aussi qui sont en ligne, donc ne pas hésiter si jamais. Merci beaucoup. Donc, on a une question juste. Bonsoir tout le monde. Je dois me mettre debout? Non, faites-le comme vous. Il n'y a aucune obligation. Okay. Bonsoir tout le monde. Je tiens à remercier Souko pour ce panel. Merci beaucoup aux panélistes. J'aurais tellement de choses à dire parce que chaque intervention m'interpelle personnellement. Mais je vais rester dans la dernière question en lien à votre titre, Solidarité internationale et solutions. Alors, moi, je suis d'origine haïtienne et j'ai grandi dans un contexte où il y avait une pratique écologique dans le fonctionnement, dans la production. Je parle par exemple, en Haïti, dans le temps, il n'y avait pas des sacs de plastique. Les familles fabriquaient eux-mêmes leurs paniers écologiques. Il y a une bonne partie de la terre qui n'avait pas de bétonnage. C'était la terre battue. Quand les enfants naissaient dans certaines régions, chaque parent, on va planter l'arbre de l'enfant. C'était des pratiques de connaissance et c'est pour faire le lien à ce que tu disais, Leïla, que je te remercie de faire le lien avec Haïti. Ce que je trouve de la coopération internationale,
que ce soit les ONG ou coopération bilatérale ou multilatérale, on oublie effectivement ce savoir-là. On est plus dans vendre tout ce qui a trait à une mode de vie économique, financier, ce qui fait en sorte que cette pratique, d'une part, se perd avec le temps, mais c'est comme si c'est dévalorisant pour le pays du Sud qui pratique ces choses-là. Moi, je pense qu'il y a une autre définition de la coopération dans l'ordre de service que vous voulez apporter, comme une institution comme SUCO, pourrait être comme leader avec les autres ONG d'aller valoriser ces genres de pratiques. Pour nous, de la diaspora, je vais faire le lien principalement à nous qui avons l'habitude d'envoyer des choses dans nos pays, que ce soit des pays en Haïti comme nous, les pays africains, etc., antillais. On ramasse toutes sortes d'affaires, les carcasses de voitures, les habits, etc. J'ai vu un documentaire en Afrique où vraiment les gens envoient des habits qui vont finir dans des trous dans l'océan. C'est pas nécessaire. Il y a une façon de faire, puisque c'est pas un espace de poubelle, les pays du Sud. Moi, je pense qu'il y a une activité qui pourrait être plus aidant en tant que pays, disons, occidentaux, de faire avec respect dans les pays du Sud, que ce soit les natifs, que ce soit justement les coopérants, pour qu'on puisse au moins aider cette fatigue écologique qui est tout à fait globale. Alors, je ne sais pas, les panélistes, qu'est-ce que vous en pensez dans ces genres de solutions qui pourraient arriver dans cette causerie-là? Voilà. Merci. Est-ce que vous voulez réagir? Je pense que c'était très complet, puis merci beaucoup pour l'intervention. C'était à la fois un problème et des solutions potentielles. J'abonde dans ce sens. Oui, voilà, je suis ouverte aussi à entendre d'autres interventions. J'entends aussi quand même une réflexion sur l'approche SUCO, sur comment SUCO travaille. Fait que je ne sais pas si aussi, là je mets sur la sellette, je regarde personne et tout le monde en même temps. Si d'autres collègues veulent peut-être répondre, parce que je trouvais ça quand même intéressant, le questionnement sur comment SUCO travaille, si Louis-Philippe ou d'autres. Parce que c'était une question très large quand même. Oh mon Dieu, j'aime ça. Oui, juste le micro, ça va. J'allais aller en avant d'instinct. C'est juste quelques secondes, là. Il n'y aura pas une autre présentation, Non, pas de stress. Mais je pense que c'est un point qui est super intéressant et qui est important pour SUCO. Puis SUCO, notre approche, en fait, puis c'est vraiment cette approche-là, c'est de travailler avec les populations locales, avec des groupes locaux pour faire valoir le savoir endogène. C'est la façon dont on travaille. Dario en a parlé un peu en agroécologie. C'est la façon dont on travaille dans les Amériques, en Afrique aussi. Fait que le plus possible, c'est d'arriver à comprendre, à faire valoir surtout ce savoir-là, puis faire en sorte qu'il y ait des échanges entre ce que Leila elle a appelé le savoir moderne, les connaissances modernes, et le savoir endogène. Fait que c'est vraiment une approche qui est mise de l'avant par SUCO dans une approche de partenariat avec des organisations du Sud. Mais j'inviterais quand même ma collègue à compléter, si tu veux, Linda. 50 ans d'expérience. Vous n'étiez pas là tout à l'heure, mais elle avait encore la main levée. Non, mais je pense que ce que je voudrais rajouter, c'est... en fait, on ne travaille pas en arrivant dans un pays et dire, bon, ben c'est ça qu'on va faire. T'sais. On travaille avec des organisations du Sud, des organisations communautaires... avec des organisations communautaires comme il y en a ici, tu sais. Je prends un exemple, Maison d'Haïti, c'est une organisation communautaire. Bon, on va travailler avec le même genre d'organisation dans les pays où est-ce qu'on est. Puis c'est eux qui vont nous proposer des choses. Nous autres, on ne propose rien. On a des axes de travail. C'est sûr que, bon, tu sais, s'ils arrivent puis qu'ils disent, ben là, nous autres, on voudrait un projet sur, je sais pas, l'excision des femmes, ben c'est pas notre domaine. On va les référer à d'autres qui travaillent là-dessus. Mais dans nos 3 axes, ben là, ils vont nous proposer des choses. Ils vont nous dire, bon, ben on aurait besoin de savoir sur tel aspect qu'on ne connaît pas beaucoup en agroécologie. Pouvez-vous nous envoyer quelqu'un? Ça fait qu'on est vraiment dans une relation où, en fait,
Nous, on propose rien. On reçoit les demandes, puis on voit qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça. Puis on essaie d'être le plus honnête possible aussi. On peut ou on peut pas. Fait que je pense que c'est plus dans cet esprit-là d'accompagner des organisations qui existent, qui sont déjà là, à les faire grandir dans certains cas, mais aussi juste les accompagner dans ce qu'ils sont en train de faire. Fait que je pense que c'est ça qui est important parce que c'est les organisations qui restent. Nous autres, un jour, on s'en va. Fait qu'on peut pas laisser des choses en plan. Il faut que les organisations, c'est elles qui vont rester dans les communautés, puis c'est avec elles qu'on travaille finalement, et non pas nécessairement avec les populations directement. On travaille via des organisations. Je pense que c'est ça qui est le plus important. Merci pour les clarifications. On aurait le temps pour peut-être une ou deux questions encore. Jamais. Réflexion aussi, commentaires. Je sais qu'il y a des gens en ligne aussi. Personne. Je vais peut-être danser comme ça pendant 30 secondes, puis après, on va terminer si jamais. Ça va? Donc, on va 5, 4, 3, 2... Non? OK. Bon, ben, je suis à l'écoute. Je suis à l'écoute du groupe. Je sais qu'il se fait tard. Je vais quand même remercier les panélistes, puis vous poser une question aussi avant de terminer. Je m'attendais pas, donc je vais retrouver ma petite question. Une question à vous. Ben, c'est ça. Si vous avez peut-être... Si vous deviez laisser une seule idée, conviction ou une image dans la tête des personnes ici ce soir, ce serait laquelle? Le mot de la fin vous revient. En 30 secondes chacun, une idée, une réflexion, une conviction à laisser dans la tête des personnes avant qu'on puisse clôturer ce beau panel. Dario? Une idée. Moi, je voudrais mentionner peut-être les mots-clés. J'ai écouté plusieurs fois, Louis-Philippe aussi l'a mentionné, accompagner. Pour accompagner, il a besoin de quelqu'un qui prenne l'initiative. Tu vas accompagner à quelqu'un qui prend l'initiative. Ce n'est pas à toi l'initiative. J'ai une anecdote, une fois, rapidement. D'accord. Plusieurs volontaires avec la communauté, les personnes étaient là. Mais un des volontaires avait pris l'initiative trop fortement. Et presque, il donnait des ordres. De dire, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça. Un membre de la communauté a pris la parole. Il a dit, qui décide ici, toi ou nous? Fini. On a brisé totalement la communication à cause que chacun doit savoir occuper sa place, sa rôle. C'est très important. Parce que la communauté il y a un empowerment de la communauté. Cet empowerment, c'est vrai. Ils vont l'exercer. Et ça, c'est un danger terrible. On a vécu ces choses. Après tout ça, on a parlé, mais pourquoi? Mais est-ce que personne prenait l'initiative? Non. Malgré tout, il faut propulser que la communauté décide. C'est très important. Merci. Donc, laissez les communautés décider et bien accompagner. Merci beaucoup. Louis-Philippe? Et si on revient à la thématique d'aujourd'hui par rapport à l'éco-anxiété et la fatigue climatique, je pense que c'est important de s'écouter. Où est-ce qu'on se trouve là-dedans? Puis d'en parler aussi, parce que tantôt je parlais d'être positif, mais c'est vrai que c'est pas toujours facile, puis c'est pas nécessaire non plus de toujours l'être. Donc, je pense qu'il faut être à l'écoute de soi-même, il faut en parler aussi quand on se sent pas bien là-dedans. Je pense que dans le mouvement communautaire, il y a beaucoup d'épuisement, puis ça devient lourd, ça peut vraiment miner le moral. Fait que je pense qu'il faut être capable d'en parler, puis peut-être que les hommes ont moins tendance à s'exprimer par rapport à ce genre de sentiments-là qu'ils pourraient vivre. Puis je pense qu'il n'y en a pas beaucoup dans la salle ce soir, mais ça demeure super important de rester positif, mais d'être réaliste avec qu'est-ce qu'on vit à l'intérieur. Puis je pense qu'on est quand même capable de s'investir dans nos actions individuelles en vue d'un changement global. Là. Puis soyez vrai avec vous-même, soyez cohérent avec vous-même. Parce que c'est vraiment difficile de changer les autres. C'est plus facile de se changer soi-même. C'est moins épuisant, en tout cas.
Merci. Oui. Mot de la fin, je dirais que nous sommes sincèrement dans une période de changement, on est dans une période de transformation. Il y a la fameuse phrase qu'on connaît tous qui est rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Et je crois sincèrement que la transformation ne se passe pas par elle-même. Il faut des acteurs de transformation, il faut des acteurs de changement. Et je crois qu'on a toute la capacité de le faire et de participer à ce changement, de ce mouvement. Et juste de ne pas oublier justement cette réalité, qu'il faut une transformation et on peut tous y contribuer. Merci beaucoup. Merci, on peut les applaudir. Oui. Donc, c'est même le petit moment des remerciements. Merci beaucoup, Dario. Merci, Louis-Philippe. Merci, Leïla, pour votre superbe participation. Merci à toutes les personnes qui sont présentes en ligne ou en personne. Merci à la Maison du développement durable pour l'accueil et pour l'appui. C'est toujours important de se rappeler que cette série de panels, c'est possible grâce à l'appui financier du gouvernement du Canada, donc par l'entremise d'Affaires mondiales Canada. Il y a d'autres belles choses qui arrivent avec Suco. Donc, avant de vous quitter, je vous dirais qu'il y a un rendez-vous samedi, le 25 avril. Oui, déjà ce samedi qui vient, à 14h au Parc Jarry, qui est le lancement de l'exposition Nomades, ces récits qui nous nourrissent. Ça, c'est un projet coordonné par les jeunes du cercle transition de Suco. Je pense qu'il y a une personne... Non? Elle est-tu là? Oui, il y a quelqu'un ici si vous voulez lui parler du projet. Vous pourrez lui parler. Donc, ne manquez pas cette occasion de voir la concrétisation d'un projet quand même qui s'est préparé en 7 mois. 7 mois de travail. Allez la voir quand même. Si vous y allez pas, partez pas sans dire au revoir et poser des questions. Autre projet intéressant, donc Suco fêtera samedi le 6 juin, c'est 65 ans d'action et de solidarité internationale. Vous êtes attendus au Jardin botanique de Montréal. Je n'ai pas tous les détails, mais vous pourrez très certainement en recevoir un peu plus au fil de la soirée ou si vous vous abonnez à l'infolettre. Tiens. Je vous souhaite une très, très, très belle soirée. Il y a un moment pour qu'on puisse échanger, manger des petites bouchées. Demain, c'est quand même la journée mondiale de la Terre, donc je souhaite aussi une très belle journée mondiale de la Terre sur ces belles paroles. On va travailler ensemble parce que je vais vous demander, comme on veut aussi en profiter, si vous voudriez nous aider à déplacer quelques chaises. Je regarde en arrière, Maureen, peut-être qu'elle va nous guider dans ce qu'on veut faire par rapport à ça, mais là, on va avoir un petit moment d'échange. Je vous souhaite une très, très, très belle soirée. Merci d'avoir été là. Profitez bien.